C'est une importance exceptionnelle accordée au sommet sur les trois bassins, à savoir le bassin du Congo, le bassin de l'Amazonie, mais également le bassin de Bornéo-Mekong. À laisser comprendre que la République démocratique du Congo a pris part à ce rendez-vous. Il y est pour le vert, déjà de par sa superficie ou encore sa capacité écologique. C'est un pays solution parce qu'en République démocratique du Congo, vous retrouvez plus ou moins 62% des forêts du bassin du Congo. Et le pays a été représenté par le président de la République, Félix Tshisekedi. Dans son intervention, le président Félix Tshisekedi a insisté sur l'importance, encore la nécessité de s'unir afin de lutter contre le changement climatique, améliorer les conditions de vie des populations et aussi renforcer la contribution de ces trois bassins forestiers au service de l'humanité. Donc ces trois océans verts représentent à eux seuls 80% des forêts tropicales au monde. Face aux grands défis du réchauffement climatique pour lequel nos forêts sont mises à contribution pour la sauvegarde de l'humanité, il nous revient par cette occasion de passer en revue les possibilités d'établissement de synergies et d'adoption de stratégies communes visant à nous rendre davantage audibles et de renforcer notre contribution dans la lutte contre le réchauffement climatique et face à la perte érosive de la biodiversité. Nous sommes conscients que nos forêts constituent l'ultime rempart pour une humanité confrontée au risque sans cesse croissant d'un dérèglement climatique irréversible. En effet, avec plus de 80% des forêts tropicales du monde, les bassins de l'Amazonie, du Bornéo-Mekong et du Congo jouent un rôle stratégique dans la lutte contre les changements climatiques. Bien plus, nos forêts réunies rendent d'autres services écosystémiques immenses, innombrables et vitaux pour l'humanité. Fort de ce rôle, nous devons désormais nous assurer que l'amélioration des conditions socio-économiques des communautés locales gardiennes de ces forêts figure au centre de l'agenda de la gouvernance mondiale et les services écosystémiques fournis par celle-ci valorisés à juste titre, tout en rendant hommage aux générations qui nous ont précédés et aux peuples autochtones pour leur contribution dans cette lutte. Ce sommet constitue une opportunité pour adresser les défis multiples auxquels ces populations sont confrontées, elles qui vivent de la forêt et dans la forêt. La République démocratique du Congo entend mobiliser les financements adéquats en vue de minimiser son empreinte carbone, ce qui permettra de moderniser nos systèmes d'exploitation forestière, agricole et minière. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement dans le parc de Virunga une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains, les yeux dans les yeux. Nous devons arrêter de rejeter nos responsabilités sur les étrangers non africains. Je formule le vœu que les assises de Brazzaville lancent un nouveau départ pour la gestion durable de nos forêts
l'amélioration des conditions socio-économiques de nos populations et une meilleure protection de la planète. Je vous remercie. Les forêts, un cadre de vie qui conditionne l'élaboration d'une stratégie commune pour lutter contre le changement climatique et savoir comment les préserver, parce que nous savons que parmi les solutions face au changement climatique, nous avons la préservation des forêts ou encore la conservation, ce qui permettrait également de profiter non seulement aux animaux, mais à toute l'humanité, pour ne pas dire aux êtres vivants. Alors, une autre façon de contribuer à la lutte contre le changement climatique, c'est à travers les réflexions. Nous avons eu le temps d'aborder quelques experts qui ont préparé à ce sommet pour avoir leur lecture des faits. Un trio forestier qui représente 80% des forêts tropicales au monde, c'est pas peu. Donc ça veut dire qu'il faut les protéger. Nous allons revenir à la journée précédente pour avoir des interviews des uns et des autres et savoir ce qu'ils en pensent. La République démocratique du Congo regorge près de 60% de ce bassin. Pays Solutions aujourd'hui et vous y êtes pour la cause. Est-ce que vous pouvez nous parler ce jour le message de la République démocratique du Congo à ces assises? Comme vous venez de le dire, madame, la République démocratique du Congo, à lui seul, représente environ 62% de ces grands bassins du Congo. Et donc nous sommes naturellement et potentiellement le grand leader de cet événement. Lorsque vous dites grand leader, vous faites allusion à quoi? On n'a pas vu notre ministre prendre la parole à ce sommet. Il y a quelque chose qui dérange? Je ne vais pas entrer dans tous les détails protocolaires et de tous les incidents qui peuvent y avoir lieu. Je vais rester dans les principes de ce qui est fait. Le monde reconnaît que nous avons 62%, plus de 62% de cette superficie. Et donc, peu importe ce qu'ils peuvent dire, les choses vont rentrer un jour à la source et la vérité sera éclatée. Il faut aussi se dire la vérité, c'est que nous avons un chemin à faire. Le Congo-Brazzaville a pris les choses au sérieux depuis très longtemps, en sorte que le Brazzaville aujourd'hui est déclaré la capitale verte. Donc pour dire que la République démocratique du Congo, Pays Solutions, ne prend pas les choses au sérieux? Nous avons un chemin à faire, nous avons un long chemin à faire. Nous devons beaucoup lutter d'abord sur le plan de la célébrité chez nous. Nous devons beaucoup lutter sur le plan de l'amélioration de l'environnement en général, surtout dans notre ville Kinshasa qui est la capitale ou le miroir de la République. Nous devons lutter aussi dans les infrastructures en sorte que nous puissions être à mesure, à la hauteur de recevoir de grands rendez-vous de ce genre. Et donc je vais dire que le petit frère ou la petite sœur a fait assez d'efforts et le grand frère doit s'assumer. Il doit pouvoir retrouver sa place. Nous avons vraiment ces défis à relever. Alors, la République démocratique du Congo participe à ces assises. Vous représentez l'Assemblée nationale, vous êtes dans la commission environnement et ressources naturelles. C'est quoi le message du pays et comment vous cernez l'enjeu? Oui, nous avons fait un très grand travail au niveau de l'Assemblée nationale. Bien sûr, ce travail couplé avec le gouvernement, avec les universités et les experts, pour que nous puissions démontrer aux yeux du monde que c'est nous le pays solution aujourd'hui. Nous avons fait un travail pour que les tours de flux de Yangambi soient mis en jour. Et les études des experts ont montré que, contrairement à ce qu'on pensait, que c'était l'Amazonie, la forêt d'Amazonie qui était la première, mais on a découvert qu'aujourd'hui c'est le bassin du Congo qui est devenu le premier en termes du service rendu à l'humanité, en dépit de sa superficie qui est petite par rapport au bassin de l'Amazonie, qui lui est grand, mais qui a perdu sa capacité de captation de gaz à effet de serre par rapport à notre forêt. Et donc, notre présence est un signal fort, qu'on sache que le leader mondial en matière de la protection de l'environnement et le poumon naturel de la planète, qui est la République démocratique du Congo, est là. Et là, à ces grands rendez-vous. Avec quel message? Avec le message clair que le monde doit prendre en compte l'effort que nous sommes en train de faire à préserver nos forêts
pour rendre les grands services à l'humanité. Et aujourd'hui, toute l'humanité doit prendre en compte et pourquoi pas reconnaître cela à tout point de vue pour que la République démocratique du Congo aussi puisse bénéficier de ce grand travail qu'il est en train de rendre à l'humanité. Et c'est un message qui met tout le monde d'accord? Bon, bien sûr que tout le monde ne sera pas d'accord d'emblée, mais il n'en reste pas moins que ce sont des faits, madame. On ne décide pas avec les faits. Le bon Dieu nous a donné ces choses-là et ça nous appartient. Il appartient à nous de bien manager cela et je pense que le premier pas a déjà commencé au travers de notre ministre de l'Environnement que nous sommes en train d'accompagner aussi en tant que parlementaire. Donc le premier challenge était évidemment que cette reconnaissance-là soit là, que nous sommes le premier bassin. Dans les grands bassins du Congo, nous sommes le plus grand pays. Que ça soit clair, que les autres aient avancé dans leur management par rapport à nous, mais il n'en reste pas moins que nous sommes le plus grand et nous allons faire cet effort pour relever tous les défis qui sont devant nous pour que nous puissions affirmer notre leadership au niveau du bassin, du bassin du Congo. Et nous, au niveau de la politique aujourd'hui, nous sommes en train de briser la barrière qui a toujours été entre les politiques et les scientifiques. Moi, particulièrement, je suis en train de travailler dans ça, essayer de faire un mariage politique et scientifique. Parce que le monde qui avance, c'est le monde où les politiques sont en train d'approcher les scientifiques. Parce que ce sont les scientifiques qui nous amènent des innovations que nous devons maintenant nous matérialiser pour que la population en soit réellement bénéficiaire. Nous vous disons merci d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. À moi de vous remercier, madame. Okay. Professeur Jean-Robert Bouanga, le secteur privé aux discussions vertes pour un développement vert. Vous y êtes pour le sommet sur les 3 bassins, pour quelle raison? Bon, vous savez que nous sommes présents dans les 3 bassins d'abord, avec toutes nos activités. Nous avons des activités en Indonésie, au Brésil, en Colombie, au Cambodge, en RDC et aussi au Cameroun. Donc nous sommes dans les 3 bassins et notre société est vraiment prête à relever les défis du développement vert dans chacun de ces 3 bassins-là. On peut comprendre que le développement vert passe aussi par la conservation. Et dans la conservation, nous avons aussi un volet important qui est donc le marché carbone. Comment ça se présente pour l'instant? Il y a ces discussions, vous pensez que les discussions pourront quand même y accorder une place importante? Bon, moi, les discussions sont des discussions. On ne peut pas préjuger à l'avance sur les résultats des discussions parce que chacun va amener son point de vue et les points de vue sont souvent contradictoires. Donc, je ne peux pas dire que les discussions vont déboucher à un accord nécessairement, mais c'est notre souhait qu'il puisse y avoir un accord, que l'on puisse parler le même langage dans le bassin, dans tous les pays de tous les 3 bassins, qu'on puisse parler le même langage et pour qu'on puisse avoir un poids par rapport aux pays du Nord qui ont aussi leurs intérêts. Donc chacun va dans son intérêt et nous, comme secteur privé, vous savez que notre entreprise dit toujours qu'il n'y a pas de conservation sans développement des communautés vivant dans les milieux de conservation. C'est cela qui traduit l'échec de la plupart de nos systèmes des aires protégées. Parce que les aires protégées ne tiennent pas compte des gens qui y vivent. Et donc ces gens-là vivent en conflit avec la biodiversité. Il y a énormément de braconnage, il y a énormément de problèmes dans les aires protégées, mais il faut plutôt qu'on puisse travailler avec les communautés qui vivent dans les zones de conservation. C'est pour ça que nous avons dit Wildlife should work for community. C'est ça le nom de notre société. C'est pour cette raison que nous pensons que nous avons au Maïndombe vraiment une certaine réussite qui suit d'ailleurs la réussite que nous avons à Rukinga dans le Kenya et à Kasega.
Alors vous avez dit qu'il est aussi question de parler le même langage autour de la compensation. Nous savons aussi que la compensation, c'est une compensation équitable. Les cas de la République démocratique du Congo, par exemple, pays solutions par rapport aux services écosystémiques fournis à l'humanité. Est-ce possible d'en arriver? C'est toujours possible, mais vous savez que le système de donation a montré ses limites. Le système d'aide publique au développement a montré ses limites. Vous voyez, on ne peut pas dire qu'on fait un don à la RDC ou au peuple des forêts tropicales parce qu'ils ont conservé. Ça ne devait pas être un don, ça devait être effectivement une compensation. Une compensation n'est pas une donation. Nous sommes ici à Brazzaville et vous avez vu que le plus grand pathway de discussion que nous avons ici, c'est dans le cadre des donations, dans le cadre de l'aide publique au développement, dans ce cadre-là. Ce n'est pas de cette manière nécessairement que les choses devaient en principe se passer. Une compensation, c'est une compensation. On doit calculer ce que contribuent les pays forestiers de tous les 3 bassins et savoir comment établir un système équitable de compensation qui ne dépende pas des humeurs. Vous voyez, l'aide publique au développement, aussi bien que les donations, dépendent beaucoup des humeurs des politiques. Vous voyez? Donc il faudrait qu'on puisse arriver à un système qui ne dépend pas des humeurs politiques, à la fois du Nord et du Sud. Alors vous avez parlé du développement à la base, le développement qui doit tenir compte de l'apport des communautés riveraines, des aires protégées, des concessions forestières et tout ça. Mais aujourd'hui, on peut comprendre que le développement à la base est possible à travers le marché vert et facile surtout. Nous avons montré que c'est possible. Nous avons vraiment montré dans le Mind-Dombe, nous avons montré que cela est possible. Et c'est cela qui doit être normalement fait. Mais c'est facile aussi. Bon, ce n'est pas facile. Pour moi, tu sais, mes parents m'ont dit que la seule chose qui est facile, c'est pleurer. C'est la seule chose que l'enfant n'a jamais appris. Dès qu'il est sorti du ventre de sa mère, il a commencé à pleurer. Ça, c'est la seule chose facile à faire. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Mais il faut y aller. Ce n'est pas facile de marcher. Alors il faut vraiment prendre le temps de travailler avec ces communautés dans les contrariétés. Vous savez, le projet Mind-Dombe, c'est un projet qui est passé à travers l'épreuve du feu. Vous voyez, les contradictions avec plusieurs membres de communautés, contradictions avec la communauté internationale, contradiction avec la presse, contradiction avec les gens de mauvaise foi. Voilà, donc on est passé par cette épreuve de feu et nous croyons que c'est la meilleure façon de faire pour réussir avec un projet vert. Alors il y a aussi une autre question qui essaie quand même de mettre à mal les différents acteurs autour de cette question écologique, c'est le prix même du crédit carbone sur le marché. Est-ce possible d'arriver aujourd'hui à un marché carbone durable et sécurisé? Oui, nous savons que le prix, vous savez, nous croyons au marché. Vous parlez de marché, n'est-ce pas? Le marché, c'est un marché. Et le prix du marché, il fluctue. Le prix du marché, il est là, il va fluctuer. Il faut que le marché soit libre et les prix vont suivre l'évolution, les tendances du marché. Ce qui arrive malheureusement est que ceux qui sont contre le marché, au lieu de laisser le marché évoluer, ils prennent des choses qui ne sont pas nécessairement vraies, ils manipulent la presse et vous voyez, dans un marché libre, lorsque la presse dit ceci et cela, les prix se fondent. Mais je crois que, moi je crois au système de marché et je crois que le marché va rebondir, il sera solide. Il n'y avait même pas de marché. Vous voyez, maintenant, ils empêchent que ceux qui veulent intégrer le marché puissent intégrer le marché.
à travers des publications fantaisistes. Hein? Mais si on laisse le marché évoluer, le marché va évoluer positivement. Alors nous comprenons que vous en avez pris l'habitude et vous avez maintenant ce goût-là d'intensifier encore les activités dans ce sens. Vous êtes maintenant à Businga, vous comptez également envahir l'autre bord de la République démocratique du Congo, toujours avec le même prénom. Bien sûr, nous sommes là nous sommes les partenaires de la population. Vous savez que le business vert est très difficile, d'abord par son concept. Hein, vous avez vu des gens qui disent, mais ce garçon, il est en train de vendre du vent. Et déjà par le concept de vendre quelque chose qui n'est pas tangible, ce n'est pas aussi facile. Mais nous sommes là et on a de plus en plus la compréhension de la part des communautés qui bénéficient de nos projets, de la part aussi des acheteurs qui savent que nous travaillons pas pour nous nécessairement, mais également pour les communautés. Et ça, c'est vraiment c'est le point positif, hein, c'est l'élément qui nous fait espérer que dans les jours à venir, le marché sera bon et il sera bon pour les communautés. Construction de la coalition mondiale autour du climat, tenant compte de l'apport des populations autochtones pygmées. Nous avons en face de nous, ici à Brazzaville, le coordonnateur de la dynamique des groupes de populations autochtones pygmées. Votre structure vous a toujours partagé les informations par rapport à l'apport de populations autochtones pygmées dans la préservation du climat. Monsieur Patrick Saïd est bienvenu. Merci Madame Bibiche. À Brazzaville pour participer à ce sommet sur les 3 bassins. Ouais, nous sommes là dans le cadre de ce sommet qui réunit les 3 bassins. Donc, comme on va le voir, hein, donc ça réunit autant des pays en provenance de ces 3 bassins. C'est autant des leaders, c'est autant des décideurs, c'est les acteurs de la société civile. Il y a beaucoup de chercheurs, comme on l'a appris, des professeurs, des organisations internationales, mais aussi, effectivement, le représentant des communautés locales et surtout les représentants des peuples autochtones venus de nos 3 bassins, Amérique latine, Afrique, mais aussi de l'Asie. Est-il possible de parler de la coalition globale autour du climat sans faire allusion à l'apport des populations autochtones? Ce qui n'est pas aujourd'hui évident. Je sais que les échanges sont en train d'évoluer au niveau international à ce qui concerne le changement climatique, parce qu'on a tendance à aller maintenant plus vers les marchés carbone, ce qui nous amène dans d'autres alternatives, notamment les énergies renouvelables avec des panneaux solaires, comme on le voit à l'Afrique de l'Ouest, mais aussi c'est toutes les questions liées au carbone avec la forestation, donc on crée de nouvelles forêts en fait. Ce qui fait qu'on a tendance à minimiser les efforts déjà historiques joués par les forêts tropicales humides qu'on retrouve dans nos bassins forestiers en fait. Et si on parle des forêts tropicales humides, si on parle aujourd'hui des stocks carbone, on le parle parce qu'il y a des communautés qui ont aussi préservé ces écosystèmes, qui ont aussi préservé ces forêts grâce à leurs connaissances traditionnelles, grâce à leur mode traditionnel de gouvernance des terroirs et des ressources naturelles. Donc il est quasi impossible qu'on parle du climat d'une manière globale et qu'on parle d'un forum sur les 3 bassins forestiers sans les peuples autochtones, les détenteurs effectivement de ces forêts. Peut-on comprendre que la participation de ces peuples est quand même importante ici? Bon, on ne peut pas dire que c'est une participation importante. Il y a une représentation, mais minime. On a compris qu'il y a eu des défis organisationnels, peut-être, qui a fait qu'il fallait jouer et voir les quotas. Mais nous savons que les autochtones ont aussi du mal, des fois, à faire passer leur position parce qu'ils se retrouvent devant des groupes dominants. Déjà, s'il y a une faible participation, effectivement, il y aura aussi une faible contribution par rapport aux échanges ou par rapport aux résultats globaux voulus par les sommets. Mais est-ce qu'ils sont quand même en contact? C'est quoi leur degré de collaboration? Les autochtones de ces 3 bassins collaborent ensemble? En tout cas, je dirais que les autochtones de ces 3 bassins collaborent même déjà plus que nos États qui se retrouvent dans ces 3 bassins. Parce qu'aujourd'hui, les autochtones fonctionnent d'abord par bassin en soi, donc dans chaque région
nous avons des réseaux ou des plateformes régionaux, donc réseaux et plateformes régionaux, qui réunissent les organisations autochtones en provenance de plusieurs pays, hein, donc forestiers ou des pays où on trouve les peuples autochtones. Ce n'est pas seulement le bassin du Congo, hein. Il y a les autochtones du Tchad qui se réunissent aussi avec nous parce qu'on a des pelles et consorts. Et c'est la même organisation au niveau de l'Amérique latine, c'est la même organisation au niveau de l'Asie. Et ces trois grands réseaux ou plateformes se retrouvent aussi dans une plateforme globale qu'on appelle l'Alliance globale des peuples autochtones et qui représente effectivement les trois bassins dans les négociations à travers les différentes COP qu'on organise. C'était le cas à Glasgow, en Égypte, et ça sera de toute façon le cas aussi à Dubaï. Que pensez-vous de la dimension politique de ce sommet? Alors donc on l'a vu, c'est que nous on attendait déjà de notre côté, c'était franchement cette dimension politique en termes d'implication des leaders, déjà au niveau des trois bassins, à ce qui concerne la définition d'une vision claire, mais aussi une standardisation des engagements, ce qui concerne la reconnaissance des droits. Mais on a senti que jusque-là, il y a encore un travail à faire, hein, au niveau de la création de cette cohérence. Parce que ce qu'on reproche souvent à nos trois bassins, c'est le fait de ne pas avoir une vision concertée, une vision commune. Donc chaque bassin joue des fois par rapport à ses propres intérêts. Et quand on entre à l'intérieur de ces bassins, nous retrouvons des États, des fois, qui ne partagent pas la même vision. Donc à ce niveau-là, on peut dire que la dimension politique, elle est encore... il faut y travailler. Il faut y travailler encore. Est-ce un sommet des trois bassins sur le plan théorique et sur le plan pratique? En tout cas, sur le plan théorique, il y a une très bonne définition, mais sur les plans pratiques, nous attendons voir, hein, avec l'engagement des chefs d'État qui seront là demain. Mais on sent qu'il n'y a pas encore une grande appropriation. Mais j'espère que les résultats ici de ce sommet et tous les travaux préparatoires à Dubaï permettront de renforcer cette cohésion, afin que les États du Sud puissent avoir une vision, un seul message vis-à-vis des États du Nord qui sont censés investir massivement pour qu'on puisse tous lutter contre le changement climatique comme il s'est dit. C'est une opportunité ratée déjà par rapport à ce grand rendez-vous de décembre? Bon, je dirais que ce n'est pas déjà une opportunité ratée. Ce qui est positif, c'est le fait déjà quand même que ces États ont répondu présents, mais pas peut-être au niveau le plus élevé des organes de prise de décision, mais il y a déjà une représentation. Ça légitime déjà les sommets. Mais ça nous laisse quand même sur notre soif. Parce que autant on voit nos chercheurs, autant on voit nos techniciens, autant on voit nos politiques, on voit les communautés. Ce sont ces éléments-là qui doivent composer l'ensemble et qui constitueraient la vision des États du Sud, afin d'aller négocier avec les autres bailleurs de fonds et les autres États, effectivement, qui sont en train de vouloir aller vers le marché carbone et abandonner les forêts tropicales humides. Merci beaucoup, M. Patrick Saïdi. Ça a été un plaisir de vous avoir sur place. C'est toujours un plaisir quand Biwan est là et couvre nos événements. Merci. Il fallait affronter, il fallait traverser le fleuve Congo pour arriver jusqu'à Brazzaville et participer à ce sommet. Nous avons commencé les discussions depuis hier, donc ça a pris 3 jours. Mais au moins pendant les 3 jours, nous avons pu approcher différents experts pour avoir différentes lectures des faits par rapport à ce grand sommet. Un trio des océans verts qui permet aujourd'hui à l'humanité de se tenir ou encore à l'humanité de faire face au changement climatique. Nous avons le bassin de l'Amazonie, nous avons le bassin du Congo, mais également le bassin de Bornéo-Mekong. Monsieur le coordonnateur, bonjour. Bonjour madame. Alors vous êtes à Brazzaville, vous avez traversé le fleuve Congo pour ce sommet axé sur le trois bassins. Et la lecture que vous faites? Bon, la lecture, c'est que nous avons soutenu l'initiative d'avoir les trois bassins opérationnels et fonctionnels. Les chefs d'État se mettent ensemble en état d'autres blocs que nous connaissons, les autres blocs, que ce soit les blocs du Nord, que ce soit les Nord européens, l'OTAN ou les autres. C'était quand même important que les États qui ont des bassins de forêts importants et tropicaux, puissent se mettre ensemble et faire un plaidoyer commun. Alors la lecture, c'est que ça n'a pas encore pris de l'ampleur, parce qu'on réalise que déjà aujourd'hui, on n'a pas eu vraiment ce qu'on attendait. On n'a pas vu. Ça veut dire qu'on n'est pas voir ça. Un sommet, c'est un sommet des chefs d'État, ce n'est pas un sommet de la société civile ou des ONG nationales et internationales. Nous avons voulu avoir un signal fort de tous les chefs d'État présents au sommet, de tous les trois chefs d'État, de Mekong,
Mekong-Bornéo, de forêts du bassin du Congo et ceux du Brésil. Qu'est-ce que ça vous donne comme impression de penser que c'est un sommet réduit à un seul bassin? Ah oui, mais c'est un sommet réduit à un seul bassin, ce qui est un peu gênant. C'est vrai qu'on a des communications, mais le portage politique à de haut niveau pose vraiment un problème. Voilà. Et vous pensez que c'est un échec? Bon, oui, c'est une leçon à tirer. Hein. Ce n'est pas aussi une... je pense que le premier sommet, je pense qu'il y aura un deuxième, on va tirer l'expérience, mais sinon celui-ci n'a pas été ce que nous, on pensait que ça va être. Si ça n'a pas été ce que vous pensiez, ça veut dire que ça veut dire que ça n'a pas réussi. On ne peut pas avoir un sommet, un sommet de 3 bassins avec un seul bassin. On a tenté de dire voilà. Comment est-ce qu'on va constituer le communiqué final quand les chefs d'État qui sont concernés, nous parlons d'un sommet de chefs d'État, ce n'est pas une conférence internationale. Un sommet, il est présidé par les chefs d'État. Et ces chefs d'État ne sont pas là. Alors on aura quelle portée de résolution? Ça pose problème. Et ça vous met quand même mal à l'aise par rapport à tout ça nous met mal à l'aise, je pense qu'on va continuer. Nous allons nous organiser au niveau des sociétés civiles des 3 bassins pour essayer un peu de continuer à consolider les discussions, de faire pression à nos chefs d'État pour qu'ils puissent comprendre qu'il y a un intérêt à se mettre ensemble pour faire un plaidoyer commun face à la pression, disons, occidentale par rapport à, disons, aux faibles efforts de poursuivre la transition énergétique, de décarboner les industries et le reste. Surtout que l'urgence est là, il faudrait comment passer aux actions concrètes. Absolument, absolument. Il sera difficile de passer aux actions concrètes. C'est tout un problème. Vous imaginez, nous sommes à Sharm el-Sheikh, on a une COP 26 et on se retrouve avec 38 jets privés des chefs d'État. 38 jets privés. Parce qu'on a l'intention de vraiment de réduire les énergies fossiles. Donc, et devant ça, nous devons avoir un bloc pour faire pression pour que les efforts que nous faisons soient faits aussi à un autre niveau. On l'espère, le message est passé. Monsieur le coordonnateur du groupe de travail climat, nous vous remercie d'avoir disponibilisé de votre temps pour échanger avec nous. Merci beaucoup. Il faudrait également savoir que l'heure n'est plus au discours, il faut maintenant passer aux actions parce que l'urgence climatique s'impose. Le changement climatique n'a pas besoin de frontières, le changement climatique n'a pas besoin des passeports. Le changement climatique traverse toutes les frontières sans permission. Ne soyez pas surpris, agissez maintenant. Un monde que nous voulons, pas un monde que nous faisons.